Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Je suis bien content de vous voir, bonsoir, d'être avec nous autres ce soir pour une conférence qui va être intéressante, qui est complexe, qui a l'air complexe, mais qui va, en tout cas, il va nous désimplifier ça, là, qui est la Terre, un être en évolution. Disons désimplifié, je ne sais pas trop. Ce qui est. Disons, une conférence, le titre lui-même est assez banal. La Terre, un être en évolution. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, je crois, qui n'ont pas vu l'importance, enfin, n'ont pas vu le caractère ésotérique qui se cachait sous le titre. Effectivement, c'est. Le problème de l'homme, c'est que l'homme essaie toujours d'évoluer individuellement, mais à partir d'une représentation collective. Donc, l'homme a l'impression d'évoluer individuellement, mais en réalité, l'homme n'évolue pas individuellement, l'homme évolue en collectivité. Et lorsque nous abordons des sujets qui tendent à expliquer à l'homme qu'il devrait se dégager de l'évolution collective pour évoluer individuellement, mais non plus psychologiquement, non pas dans l'idée, mais dans la réalité, la majorité des êtres qui essaient d'évoluer ou qui se spiritualisent ou qui se conscientisent n'en voient pas l'utilité, ne voient pas l'importance. C'est-à-dire que l'homme évolue en collectivité pour essayer d'assurer sa sécurité propre. Alors donc, l'homme s'assujettit à une collectivité dans le but d'en retirer le maximum pour lui. Et en réalité, l'homme devrait vivre lui-même pour l'extérieur. Et présentement, c'est l'inverse. Et lorsque nous abordons un sujet comme la Terre, un être en évolution, nous allons aborder justement le fondement même de l'évolution qui tend à désassujettir l'humain, l'homme, de l'évolution collective, mais qui tend à permettre à l'homme d'évoluer individuellement pour la collectivité, c'est-à-dire pour la planète Terre. Premièrement, j'aimerais vérifier une chose. Je crois que le son est un peu fort. Non, alors à un moment donné, si vous avez l'impression que je crie, c'est parce que le son est trop fort, alors vous ferez signe à notre technicien ici d'arrêter de me faire crier. La Terre, c'est un être. Et lorsque nous parlons de l'évolution de l'être qui s'appelle la Terre, la majorité des êtres humains qui évoluent ne sont pas intéressés à ce sujet parce que, selon eux, nous ne parlons pas d'eux. Nous parlons d'un autre. Alors, si à un moment donné, nous faisons une conférence et nous disons l'évolution de Guy, on va vers personne. Moi. On va vers toi. Et lorsque nous parlons de la Terre, un être en évolution, ça n'intéresse personne, malgré que la Terre, il se trouve qu'elle était présente bien avant l'homme. Et si l'homme peut évoluer, c'est parce qu'il a un cadre d'évolution, cadre qui lui est surtout donné et totalement permis par la planète Terre. Donc, quelle est l'évolution de l'homme s'il n'y a pas de planète Terre? Aujourd'hui, l'homme peut s'imaginer, l'homme peut dire, ben oui, mais c'est évident que la planète Terre, elle est là pour que l'homme évolue. L'homme sans planète Terre, c'est idiot. Mais il faut remarquer aussi que pendant longtemps, l'humanité a pensé que la planète Terre dans l'espace, c'était idiot. Et l'homme dans l'espace, c'est aussi idiot que la planète Terre dans l'espace. On a tellement trouvé idiot le fait de penser que la Terre pourrait être dans l'espace, comme on peut trouver idiot présentement l'idée de l'homme sans la Terre. Et on a envisagé la Terre supportée par un immense être humain qui s'appelait Atlas et qui avait les deux pieds placés quelque part de solide. Et il supportait la Terre sur son dos. On a aussi imaginé 4 éléphants supportant la Terre et les autres reposaient sur la carapace d'une tortue qui, elle, était sur du solide. Donc, aussi absurde que ça peut être, que cela a pu être, d'envisager la planète Terre flottant dans l'espace, il serait aussi absurde d'envisager l'homme flottant sans planète Terre. Et il se trouve que l'humanité est sur cette planète Terre parce que l'humanité est l'expression évolutive d'un être qui s'appelle la planète Terre. Et si nous abordons le sujet, la Terre, un être en évolution, comme je le dis tout à l'heure, comme je l'ai dit, cela va évidemment n'intéressera pas beaucoup de personnes étant donné que nous ne parlerons pas d'eux. L'homme qui évolue respire de l'air. Et selon l'évolution ou l'involution de l'air, il y aura intoxication ou désintoxication de l'homme. Donc, il y aura évolution aussi de l'homme. Selon la nourriture de l'homme, nous parlons de régime carné,
de régime végétal, de régime céréalien, de régime jeune tout court. Donc, l'homme évolue à partir de son régime, donc l'homme évolue à partir de ce que la Terre lui donne pour évoluer. Si nous revenons en arrière, je vais essayer de simplifier cela, mais c'est extrêmement, mais mauditement important, je pourrais le crier, de saisir de quelle façon l'homme évolue. L'homme évolue en collectivité pour essayer d'assurer individuellement sa survie, alors qu'en réalité, l'homme devrait évoluer individuellement pour assurer collectivement sa survie. Et c'est totalement l'inverse de ce que l'homme fait. L'homme, présentement, se conscientise, l'homme évolue dans une gang, dans une église, l'homme évolue dans un parti politique, l'homme évolue dans une nation, l'homme évolue sous un drapeau, dans l'espoir, dans le but de se voir protégé. Pourquoi l'homme veut-il être altruiste? Pourquoi l'homme veut-il aider les autres? C'est parce que dans certains concepts moraux, dans un monde comme au paradis, il se verra récompensé. L'homme se fout royalement des autres. Il les aide parce qu'il veut assurer plus tard pour lui quelque chose, mais il se fout royalement des autres. Et dans un contexte conscientisant ou évolutif de l'humanité qui essaie continuellement de faire pour les autres pour lui, et non pas de faire pour lui pour les autres, on a une évolution qui ressemble à une involution, qui a porté le nom d'involution, qui était en réalité extrêmement utile pour le cheminement avancé de notre planète, notre cheminement, disons, expérientiel. Mais l'humanité, l'homme doit absolument, et c'est le fondement même de la conférence de ce soir, donc, qui malgré le titre est extrêmement importante, l'homme doit saisir la différence entre une évolution collective pour lui, d'une évolution individuelle pour le reste. Cela veut dire que l'homme ne doit pas évoluer dans le but d'accomplir une mission. Parce que si l'homme accomplit une mission, l'homme n'évolue pas individuellement, l'homme évolue en collectivité. Il est agencé, il est assimilé dans un groupe de personnes qui ont supposément un besoin, et lui dépend de ce besoin. La majorité des êtres qui se donnent des missions, en réalité, ne veulent pas éliminer ce qui tend à les amener en mission, mais ils veulent les nourrir. Nourrir cet état de choses pour qu'ils puissent continuer leur mission. L'homme qui s'évertue à accomplir une mission humaine, divine, n'importe quoi, s'évertuera continuellement à tout faire pour qu'il puisse continuer sa mission. Donc, si nous disons, ta mission est d'aider. Alors moi, j'ai une recette pour que plus personne n'ait besoin d'aide. La personne qui a comme mission d'aider ne voudra jamais employer cette recette-là, parce qu'elle n'aura plus de mission après. L'humanité n'aura plus besoin d'elle dans le sens où elle a besoin de l'humanité. Elle a besoin d'une mission. Elle va créer un contexte social, un contexte évolutif, un contexte psychologique, comme les gourous en créent, comme les maîtres en créent, comme les gouvernements en créent, pour garder l'état qui nécessite leur présence. Alors donc, la personne qui se lance dans une mission, en réalité, elle a besoin d'un contexte pour se sentir, pour se retrouver, pour se voir. Donc, elle se fout royalement, encore une fois, de l'extérieur, elle crée un contexte misérable pour pouvoir aider les miséreux. Mais pour pouvoir aider les miséreux, il doit y avoir des miséreux. Donc, elle crée le contexte, elle le nourrit. L'homme évolue pas pour lui. Et ça, dans l'Antiquité, cela a déjà été transmis à certaines intelligences humaines qui, selon la perfection de leur expression corporelle, l'ont communiqué aux autres. Et l'homme a compris qu'il devait donc faire en sorte d'aider l'humanité. L'homme évolue pour les autres, c'est-à-dire que l'homme évolue pour l'extérieur, c'est-à-dire que l'homme évolue pour le contexte d'évolution, c'est-à-dire que l'homme évolue pour la planète. Et c'est la planète qui évolue. C'est pas l'individu. Par contre, pour que l'individu puisse être utile, pour que l'individu puisse arriver à être dans son énergie, c'est-à-dire à devenir le rouage qui devra être placé dans la place où il devra être, il doit évoluer seul. Et évoluant seul, il va premièrement aider l'humanité en cessant de nuire à l'humanité, ce qui est la première étape. Et deuxièmement, il aura comme conséquence de son évolution un avancement évolutif de l'extérieur, donc du reste de l'humanité. Lorsque nous parlons, lorsque d'autres conférenciers, moi j'ai jamais abordé ces termes, lorsque d'autres conférenciers parlent du service sans attachement,
Comment pouvons-nous servir sans être attachés? Sérieusement. On ne peut pas servir sans être attaché. On ne peut que, sans vouloir servir, faire des choses comme elles doivent être faites et automatiquement cela crée des bons résultats. Donc, de cette façon, il y a service sans attachement. Lorsque Lao Tzu dit faire sans faire, ben c'est ça, tu ne fais rien. Fais tes bebelles. Puis les résultats à l'extérieur seront une autre action qui sera celle recherchée par les humains, mais qui ne peut pas être atteinte par l'humain parce que l'humain doit faire ce que lui doit faire pour lui. L'humanité, et ce n'est pas de l'hypocrisie, de l'orgueil, parce que tout le monde est hypocrite, tout le monde est orgueilleux, tout le monde est égocentrique, tout le monde est égoïste. Parce que les personnes qui veulent aider les autres le font parce que ça leur apporte quelque chose, ça leur apporte le bien-être, ça leur apporte quelque chose. Sinon, ils n'aident pas. Alors, une personne préfère aller planter des fleurs devant le presbytère parce que ça lui rapporte, parce qu'aller torcher le monde, ça plein de marde, ça lui rapporte rien. Et d'autres personnes préfèrent aller faire du bénévolat dans les endroits où on a besoin justement de personnes pour laver du monde. On fait ce qui nous rapporte. Et tant que ce processus évolutif est en branle, la planète Terre, qui est un être qui évolue difficilement parce qu'elle souffre d'indigestion complète, radicale et continuelle. L'homme qui évolue doit évoluer seul, individuellement. Cela veut dire qu'il doit se détacher du jugement porté par la collectivité. Alors, une personne veut voter. Et évidemment, elle se renseigne. Pour qui tu votes? Pour qui tu votes? Pour qui tu votes? Puis quand c'est contre l'autre pour un autre parti, alors là, il y a des discussions. On a toujours besoin, pour faire quelque chose, de le dire aux autres. Et ça, remarquez bien que c'est un fondement primordial du dégagement de l'égocentricité collective apportée par l'astral planétaire, c'est-à-dire apportée par nos sociétés, apportée par nos religions organisées, apportée par nos morales organisées, nos morales programmées. Cela veut dire que moi, j'accomplis quelque chose et je n'ai pas besoin d'en parler. Ça veut dire que je ne demande pas ton opinion. De la discussion, jaillit la lumière? Peut-être. Mais de la discussion, jaillit beaucoup et souvent les ténèbres. Qu'est-ce que ça crée, la discussion? Ça crée que ça n'empêche pas la discussion. La parole est importante. Les discussions de plateau, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que ça crée, la discussion? Ça crée simplement que moi, j'ai une idée, mais mon idée n'est pas complète. Je n'ai pas suffisamment d'énergie en moi pour dire que c'est mon idée. Alors, je vais donc te demander ton avis. Pour n'importe quoi. Et selon les trous que j'ai dans mon idée, selon l'avis que tu vas donner, tu risques de me faire dévier de ce que je voulais faire, tu risques de me transformer complètement. On appelle ça être facilement perturbable, être sensible, être facilement... il y a plusieurs termes psychologiques qui décrivent cet état de choses où l'individu n'est pas capable, facilement influençable, où l'individu n'est pas capable de décider de par lui-même, il a besoin de se référer à la collectivité. Et il y a deux façons de se référer qui sont opposées, il y a tous les intermédiaires. Je me réfère pour faire l'inverse, je me réfère pour faire pareil. Puis il y a tout entre les deux. Lorsque vous pensez quelque chose, lorsque vous avez une idée, une compréhension, un état de conscience, un point de vue, ce n'est pas nécessaire d'aller le partager. Parce qu'on le partage, parce qu'on n'est pas sûr de notre point de vue, parce qu'on n'est pas sûr de l'énergie qui nous habite, on n'est pas sûr de l'énergie qui a créé le point de vue. Mais si on n'est pas sûr de l'énergie qui a créé le point de vue, vous pouvez être encore mauditement moins sûr des énergies des autres qui ont créé leur point de vue, parce que c'est la même énergie que vous autres. Alors pourquoi faudrait que je me fie plus à ton énergie qu'à la mienne en ce qui concerne l'énergie qui crée des points de vue? C'est la même maudite énergie. Sauf que si nous en parlons, nous colorons l'énergie. Alors c'est encore plus bâtard, on déforme de plus en plus. Mais pour me rassurer, j'ai besoin de savoir. Alors, de temps en temps, nous aimons discuter de qui est Dieu, nous aimons discuter de tel conférencier, nous aimons discuter de ce qu'est la réincarnation, nous aimons discuter d'un paquet de maudites affaires qui finissent par nous mélanger. Présentement, nous ne discutons pas. Donc, il y a un travail qui est extrêmement différent que lorsque nous discutons. Mais lorsque nous posons des questions et lorsque nous avons un dialogue, où une personne dit quelque chose, l'autre peut apporter quelque chose, l'autre apporte quelque chose, l'autre apporte quelque chose, qu'est-ce que ça crée? La lumière, selon le proverbe, vous pouvez vous poser la question, ça crée extrêmement souvent la perturbation. Ça crée le mélange. L'être qui évolue, c'est une chose immense. Immense, mais pas immense comme l'homme le conçoit. Beaucoup plus immense, beaucoup plus
plus grandiose que l'homme le conçoit. Et cet être est une forme d'énergie qui a dû, pour permettre une expérience, et pour d'autres raisons temporelles, a dû diminuer son taux vibratoire, donc il a involué. Et ces énergies involuant se sont rassemblées et ils ont créé une espèce de gros halo qui a continué à involuer, tellement qu'à un moment donné, il a commencé à se refroidir. Il a involué jusqu'à devenir une masse solide. Et on en a plusieurs apparitions, plusieurs expressions d'évolution énergétique dans notre contexte spatio-temporel. Nos soleils, nos planètes. Une hyperdensification va créer, pour ceux que ça serait intéressé, à un moment donné, un effondrement sur lui-même de l'être qui est en involution, et cet être disparaît complètement du contexte temporel, du contexte spatio-temporel, sans en être libéré. Et on a des exemples spatials sous forme de trous noirs, par exemple, qui sont un effondrement tellement il y a eu densification, mais à un moment donné, elles devront revenir dans le temps. Parce qu'elle est limitée, elle est visible dans le temps. Ce trou noir est visible dans le temps, même s'il n'est pas de même masse que nous sommes nous autres mêmes. Et lorsque nous avons une planète Terre qui est extrêmement densifiée, qui finit par devenir solide, cette planète a maintenant comme fonction de retourner à son état primordial. C'est la même chose pour l'homme. L'homme a évolué pendant longtemps et maintenant l'homme doit évoluer. C'est-à-dire que l'homme doit retourner à son état primordial. Et ce n'est pas un accident de la nature, c'est une expérience évolutive qui a un contexte terrestre, terrien, extrêmement bien défini. Il n'y a pas d'autres planètes qui vivent une évolution matérielle, humaine, biologique comme la nôtre. Il n'y a que la planète Terre. Mais la planète Terre le vit pourquoi? Lorsque l'évolution de la planète Terre a commencé, donc une fois que l'involution a été terminée, elle a commencé et on a vu apparaître à la surface et à l'intérieur de cette planète Terre, on va parler de la surface ce soir. On a donc vu apparaître à la surface de la planète Terre des formes d'énergie qui tentaient d'empêcher l'involution successive des couches d'énergie plus évoluées. C'est-à-dire que, à un moment donné, on a de la matière pure. Et s'agglomérant sur cette matière pure, nous avons une énergie qui a porté le nom, dans notre ésotérisme occidental, le nom de corps vital ou de corps éthérique. Corps éthérique planétaire. L'expérience planétaire, elle est définie dans ce mot « expérience ». C'est-à-dire qu'au niveau de l'échelle de la planète, il devait se vivre des expériences. C'est-à-dire qu'il devait se vivre une mémoire. On devait créer un contexte mémoriel planétaire, ce que nous appelons l'histoire, ce que nous appelons aussi les annales akashiques dans d'autres terminologies, ce que nous appelons l'astral en ésotérisme. Et cette histoire, cet astral planétaire qui réussit à manipuler l'homme, parce que l'homme se réfère continuellement à son passé individuel ou à son passé collectif, cette histoire a lentement créé le contexte d'évolution. L'évolution lente reliée au temps d'une amélioration d'une parcelle d'être en évolution qui semble le même. Alors ça peut être l'évolution des animaux, par exemple, qui vont s'adapter à un contexte biologique, géologique, botanique différent, selon les perturbations planétaires. Alors, disons simplement ceci. La planète Terre, elle grouille, elle évolue, ses vibrations augmentent. Alors, à un moment donné, il y a une énergie qui s'appelle la vie, qui s'appelle l'énergie vitale, qui est à la surface de la planète Terre, qui est exprimée par la planète Terre. Cette surface réussit à animer la matière. Ce n'est pas l'homme qui arrive sur la planète qui commence à tout bouleverser. Il le fait. D'ailleurs, on m'a suggéré ce soir, comme titre, « La Terre, un être en démolition ». Alors, maintenant, qui a l'homme? Cette énergie vitale qui est générée par la planète Terre, c'est elle qui va faire que les plantes vont pousser. C'est elle qui va faire que dans la plante, il y en a. Donc, les animaux les êtres qui sont détachés du sol, les animaux, entre autres, vont pouvoir se nourrir de plantes, donc absorber de l'énergie vitale. Et cette planète Terre va donc créer des plantes. Elle va créer des animalcules, elle va créer plusieurs formes. On commence avec les acides aminés et on grossit. Et lentement, à la surface de la planète Terre, elle a besoin pour évoluer de créer des contextes d'expérience, des contextes expérientiels où va se vivre des expériences, où elle va pouvoir enregistrer l'expérience, ce qui va créer un contexte akashique, l'astral. Au fur et à mesure que l'astral vital, que l'énergie vitale, que la vie
progresse en évolution, se subtilise. Elle finit par animer la matière de façon à ce que celle-ci puisse grandir, changer, évoluer. Alors on a les plantes. Elle devient sexuée, soit bisexuée, hermaphrodite, disons, ou deux corps, des plantes femelles, des plantes mâles. On en a plein, des plantes femelles et des mâles. Faut pas penser que toutes les plantes ont un pistil et des étamines et qu'ils sont tous les deux mâles et femelles. On a beaucoup de plantes qui sont mâles ou femelles. Au Québec, on en a plein, on en a plein partout sur la planète. Alors, ce qui arrive à un moment donné, c'est que l'expérience de ces végétaux n'est pas suffisante. Et on crée des contextes supérieurs où on va détacher le végétal de l'énergie tellurique du sol à la condition que celui-ci puisse manger les plantes qui sont en contact avec la planète et pourra les assimiler, les digérer. Ce qui va donner de la matière à l'organisme pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse se transformer surtout, et ce qui va lui donner la vie. Donc, enrichir la vie. L'évolution de l'humain, elle est reliée à l'évolution de la planète Terre. Plus on a d'énergie vitale évoluée, plus on a des corps qui sont en santé et qui sont moins malades. Plus on a d'énergie astrale haute, moins on a de perturbations psychologiques humaines. Et qu'est-ce qui... On reviendra. Oui? Avant que tu ailles plus loin, Daniel. Dans le fond, cette couche vitale, cette mince pellicule-là, qui est un peu comme notre peau, si tu veux, qui a à peu près un pied de terre cultivable à la surface de toute la planète, tout ça, c'est généré par l'intérieur d'une planète qui a peut-être une couple de 1000 milles de diamètre. Tout ça pour en arriver à juste cette partie-là, qui est très mince, finalement. La partie qui est très mince, elle ne paraît pas importante. Mais il faut savoir immédiatement que la partie qui est très mince, elle va très très haute jusqu'aux dernières couches de l'atmosphère. Il y a autant en haut qu'il y a en bas. Alors, ce n'est pas mince du tout. C'est parce que si tu regardes la couche comme étant l'homme, entre autres, qui mesure 5 pieds 8 jusqu'à 6 pieds 6, la couche, elle est mince. Parce que l'homme s'imagine bêtement que lui est mince, que lui est petit, qu'il n'a pas tellement d'utilité. Et malgré qu'il s'imagine qu'il n'a pas d'utilité, il s'imagine que l'évolution, c'est pour lui. Lorsque la planète continue à expérimenter et lorsque les plantes réussissent par leur expérience à dynamiser l'énergie vitale, on a les animaux. Lorsque l'animal réussit à dynamiser l'énergie vitale, on a des animaux encore plus subtils, de moins en moins massifs. On a eu les brontosaures, on a eu différentes formes de dinosaures, on a eu différentes formes d'animaux, disons, supérieurs aux dinosaures, mais inférieurs en grosseur, jusqu'à temps où on a eu un animal qui était beaucoup plus subtil, mais beaucoup plus petit. On a eu, disons, jusqu'à l'homme, mais il faut bien savoir que dans l'évolution de l'homme, on a eu une évolution planétaire de préparation d'un animal qui pourra, dans l'avenir, maintenant c'est fait, recevoir une énergie supérieure, l'énergie d'une race extraterrestre, l'énergie de la race violette qui est venue en Lémurie, et qui est venu, qui a finalisé, disons, sa transformation sur l'Atlantide, se mélanger à l'animal. De ce fait, animalement, l'homme est le frère, disons, de plusieurs espèces simiestres, mais l'homme n'est pas descendant du singe, l'homme n'est pas le frère du singe dans la réalité où nous employons le mot homme qui désigne l'énergie qui habite le corps de l'homme. Ce serait aussi stupide de dire que l'homme descend du singe que de dire que Jésus de Nazareth est né de Marie, que le Christ est né de Marie. Il est vrai de dire que le corps est fraternellement relié au singe, comme Jésus est né de Marie, mais il est faux de dire que l'homme descend du singe, comme il est faux de dire que le Christ est né de Marie. Parce que le Christ est une énergie qui a habité un corps prêt. Et lorsque le corps animal était prêt, une énergie l'a habité. L'évolution de la planète, elle a créé au cours de ce temps, parce qu'elle a besoin de ces énergies. La planète, c'est une forme extraordinaire d'énergie qui s'est densifiée, et l'homme est une partie de cette identification. L'homme est une partie qui doit expérimenter, au même titre que la planète, parce qu'imaginez-vous pas que lorsqu'on a un raz de marée, que c'est créé par la planète, que l'homme n'a pas d'expérience. Il suffit d'aller voir au Bangladesh. Mais lorsque l'homme fait sauter une bombe nucléaire, la Terre aussi a de l'expérience. Il suffit d'aller voir à Nagasaki, ou encore au Texas. Alors donc, les deux sont reliés ensemble, les deux vont ensemble. Lorsque la planète a des problèmes ou des sautes d'humeur ou des problèmes directs d'évolution, l'homme dessus paye pour. Les animaux payent pour. L'homme n'est pas dégagé de la planète. S'il n'y a plus de planète, il n'y a plus d'homme. Puis s'il n'y a plus d'homme, la planète doit recommencer à zéro. Il y a bien des choses qui ne marcheront pas.
Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, pour acquérir cette expérience, cette énergie, parce que la planète Terre est aussi évoluée que l'homme. La planète Terre, c'est le même genre d'énergie qui est dans un contexte inférieur de vibration. Mais c'est de l'énergie qui à l'époque, était aussi, nous pouvons dire, divine que l'homme. Pas que l'homme est présentement. Et quand l'homme, Daniel, creuse une mine, je sais pas moi, de 2000 de creux, ou un barrage, ou n'importe, est-ce qu'il fait mal à la planète comme un être vivant? On va y revenir tout de suite. Sachons simplement que nous pouvons faire des relations, des rapprochements entre le corps de l'homme et la planète Terre, mais nous ne pouvons pas faire des rapprochements complets. C'est comme vouloir comparer un escargot avec l'homme. Alors, l'escargot est quand même un animal vivant, c'est un être qui n'évolue pas comme l'homme. C'est l'homme qui est le gros schéma d'évolution de la planète. Le reste est là pour servir l'homme, c'est vrai. Parce que cela est donné à l'homme par la planète Terre. Parce que l'homme est l'intelligence même de cette planète. Exactement comme l'homme, c'est un outil. C'est un robot créé par la planète. D'ailleurs, il est très bien programmé. Et la planète, le créateur de l'homme, a créé des outils pour servir le robot. Ah, il y a des chevaux, il y a des animaux. Parce que sachons bien que lorsque l'homme était bâtard, lorsque l'homme était stupide, ça n'a pas changé beaucoup, mais quand même, lorsque l'homme n'avait pas de conscience, l'homme mangeait des plantes, l'homme mangeait n'importe quoi, et il se trouve que le n'importe quoi n'était pas toxique. Le n'importe quoi n'était pas vénéneux. Parce que le corps de l'homme était suffisamment massif pour absorber n'importe quoi. Mais aujourd'hui, risquez-vous pas, votre corps est trop subtil, vous allez vous empoisonner. À un moment donné, lorsque l'homme a suffisamment évolué, la planète Terre, elle a fourni à l'homme des animaux plus facilement tuables. Des animaux qui étaient manipulés par des esprits de groupe qui permettaient à des colonies entières de tomber dans les pièges de l'homme. Et l'homme connaissant, non pas l'esprit de groupe, mais l'homme finissant par expérimenter le fait que lorsqu'il fait certaines choses, les animaux se gorochent telle place. Pourquoi les animaux ont peur du feu? Parce que cela a été utile à l'homme que l'animal ait peur du feu, parce que l'homme a manipulé l'animal par le feu. Pourquoi certains animaux, pourquoi tous les animaux comme tels peuvent être domestiqués par l'homme, mais pourquoi certains animaux ne se plaisent qu'au contact de l'homme? Parce que ce sont des animaux créés pour servir l'homme, c'est-à-dire quand on dit servir, il faut s'entendre, et non pas pour être asservi par l'homme, mais pour travailler avec l'homme dans un cadre d'évolution. Qu'est-ce que l'humanité aurait fait sans cheval? Qu'est-ce que l'humanité aurait fait sans éléphant? Qu'est-ce que l'Europe aurait fait sans chat? Qu'est-ce que l'humanité aurait fait sans chien? Qu'est-ce que l'humanité aurait fait sans ours? La fourrure sur l'ours, sur les caribous. Qu'est-ce que l'humanité aurait fait? Pourquoi y a-t-il sur la planète des animaux qui donnent tout à l'homme? Pourquoi y a-t-il sur la planète des plantes qui donnent tout à l'homme? Pourquoi avons-nous eu le blé quelque part qui a pu pousser avec les minéraux planétaires? Pourquoi avons-nous eu le riz ailleurs qui a pu pousser? Pourquoi pouvons-nous faire des tapis avec du riz, de la nourriture avec du riz, du linge avec du riz, du papier avec du riz? Pourquoi pouvons-nous faire, par exemple, avec d'autres formes d'animaux comme le chevreuil pour nos Amérindiens, je pourrais en nommer tellement selon les races et les continents, où les tendons servent à quelque chose, ou le cochon. Prenons l'exemple du porc, par exemple. Qu'est-ce qui se mange pas dans le porc? Il n'y a rien. Tout se mange. Mais c'est un animal qui, par exemple, karmiquement, l'homme doit payer pour. Alors, ça fait que l'homme doit le faire cuire. C'est un animal qui mange de n'importe quoi, qui mange de tout. C'est un animal donné pour l'homme en cas de disette. Le cochon peut manger ses excréments puis s'en nourrir. D'ailleurs, les Polynésiens s'en servaient. Quand ils voyageaient sur le Pacifique pour des longues distances, ils amenaient des bocals d'eau, plein d'eau. Ils mettaient des poissons rouges dedans. Tant que le poisson rouge vivait, l'eau était bonne à boire. Puis quand il était mort, ben là, c'est évident. L'eau était plus bonne. Et ils amenaient des cochons. Pourquoi? Parce que les hommes mangeaient ce qu'ils amenaient, et leurs excréments, ils les faisaient dans le bateau. C'était pas propre, mais à cette époque-là, c'était vital. Puis je vous assure que lorsque ça devient vital, c'est propre. Et les cochons mangeaient les excréments humains, ils s'en nourrissaient. Et les cochons grossissaient. Et lorsqu'il n'y avait plus rien, on tuait les cochons. On mangeait les cochons. Ça nous permettait de nous rendre extrêmement loin. Chaque fois que l'homme a eu besoin d'une plante, chaque fois que l'homme a eu besoin d'un animal particulier pour pouvoir augmenter son évolution, la planète lui a donné. Pourquoi? Parce que la planète a à cœur l'évolution de l'homme. Pourquoi? Parce que l'évolution de l'homme, c'est l'évolution de la planète. Et lorsque des races doivent disparaître, la planète les tue. Elle les extermine. Radicalement, carrément. L'humanité se lutte. L'humanité monte contre l'humanité braille. L'humanité se dit que ça n'a pas d'allure. On est au 20e siècle, et comment pouvons-nous encore accepter que des millions d'êtres humains meurent?
Mais ça ne regarde pas pantoute l'homme du 20e siècle. Il y a toujours eu des hommes qui sont morts, il y a toujours eu des races qui sont mortes, il y a toujours eu des colonisations, des colonies complètes qui ont été décimées. L'homme a aidé à en décimer, mais l'homme ne pourra jamais l'empêcher parce que ça ne regarde pas l'homme, c'est la planète qui évolue. Et la planète a besoin de l'homme pour évoluer. C'est-à-dire que la planète est là de plus évoluer de ce qu'il y a de plus haut dans l'humanité. Et la planète est là de plus involuer la matière. Alors donc, si l'homme essaie de se servir de l'évolution collective pour lui-même, il est complètement perdant. Karmiquement, ça ne va pas. La planète ne lui donnera pas, ça ne peut pas aller. Ça n'a aucun sens. Et c'est ce que l'humanité fait continuellement parce que l'humanité a mal compris lorsque l'énergie intelligente a dit à l'humanité qu'il devait évoluer lui pour les autres et non pas évoluer dans les autres pour lui. Alors, ce qui fait que l'homme qui fait quelque chose, une bonne action par exemple, s'en vante immédiatement. Alors, l'énergie spirituelle de son astral qu'il accumule chez lui lorsqu'il accomplit quelque chose, qui a une importance, une résonance vibratoire avec la planète, lorsqu'il le dit, cette énergie il la transmet. Alors tout le monde le sait, puis lui, qu'est-ce qui reste de cette énergie? Absolument plus rien. Et lorsque l'homme accomplit quelque chose, non pas parce que l'homme veut l'accomplir, parce que lorsque l'homme accomplit quelque chose parce qu'il veut être récompensé, il évolue dans la collectivité pour lui. Il faut que l'homme le fasse pour lui. Ça va servir à la collectivité. Et quand je parle pour lui, chez lui, dans lui, à l'intérieur de lui. Bon, pas que l'homme aille voler pour lui, il sert à la collectivité, il prend la collectivité encore pour lui. C'est pas ça que je veux dire. Il faut que ça vienne de lui pour lui. Alors donc, lorsqu'une personne, par exemple, se promène sur la rue et qu'elle voit, je ne sais pas moi, un chat pris dans un canal, bon, puis qu'elle va libérer le chat parce que ça donnait que, bon, on libère le chat. Pour ça, ça en va en disant, hey, je suis bon, je suis fin. L'énergie qu'elle a accumulée dans l'action qui est pure et qui va servir à cette personne-là, elle est en train de la rabaisser en vibration parce qu'elle la psychologise, elle l'astralise, et elle dit, bon, j'ai fait. Et à l'instant même où cela est dit, elle va vouloir en parler. Et lorsqu'elle en parle, elle la communique à l'extérieur, ce qui n'est pas mauvais, mais ça n'a plus rapport à elle, pantoute, c'est une évolution collective. Donc, elle fait que toute la collectivité avance d'1 millième de micron chaque fois qu'elle accomplit quelque chose de bon. Et si elle accomplirait quelque chose de bon et qu'elle en garderait le secret, même au niveau de sa psychologie, qu'elle l'oublierait, cela créerait un avancement vibratoire. On me demande souvent comment hausser notre taux vibratoire. J'en en parle pas souvent, mais disons que là, c'est un exemple, il y a le temps. On va commencer à en parler de toute façon, puis ça va aller. Mais automatiquement, la personne voit son taux vibratoire augmenter à la condition qu'elle se ferme la gueule, à la condition qu'elle ne la psychonologise pas, à la condition qu'elle ne l'astralise pas, à la condition qu'elle l'oublie. Et si elle l'oublie, elle a fait quelque chose de même. Donc, elle l'a fait, puis elle continue. Il y en a plein d'actions que vous faites qui sont mauditement plus bonnes que les actions que vous pensez que vous avez faites qui étaient bonnes. Mais vous les avez oubliés. C'est pour ça que il n'y a pas d'homme qui est mauvais, il n'y en a pas. Il y en a qui sont mauvais dans un contexte, mais il y en a qui ils sont pas mauvais, ils peuvent pas être mauvais complètement. Parce que le gars qui tue des humains sauve des chiens. Puis le gars qui tue des chiens sauve des humains. Puis au niveau de l'action de ce qui est commis, c'est la même chose. Sauf que l'être humain est mauditement plus utile pour l'évolution de la planète que le chien. Donc, c'est normal que l'homme, entre un être humain et un chien, sauve l'être humain puis laisse le chien mourir. Parce que le chien a un esprit évolutif qui ne lui appartient pas. Le chien n'évolue pas avec un esprit, le chien n'évolue pas consciemment, le chien n'évolue pas. Le chien a une augmentation vibratoire apparemment évolutive pour pouvoir servir de soutien à l'évolution de l'homme. Et l'homme, lui, a un esprit, et l'esprit de l'homme, c'est le même esprit que l'esprit de la planète. OK, à ce moment-là, Daniel, bon, on a arrêté tantôt, si on compare la planète au corps vital, est-ce qu'on peut aller plus loin ou dépasser ça? Est-ce que la planète a un ego ou c'est l'homme qui a un ego? Il n'y a pas de psychologie? La planète, elle a un ego, et l'ego planétaire, c'est l'ego de l'astral planétaire, et l'ego de l'astral planétaire, c'est l'ego de l'être humain collectif. Donc, si l'humanité se sentait rien, la planète Terre vient d'être égoïsée, elle est terrestre. Tant que l'humanité s'entretue, on a des parties planétaires qui sont canadiennes, des parties planétaires qui sont britanniques, des parties planétaires qui sont d'autres choses. Mais il y a un ego planétaire comme il y a un mental planétaire. Mais l'animal n'arrive pas à astraliser, à énergiser l'astral de la planète. Seul l'homme peut le faire. Et l'homme,
d'ailleurs, a été traité de façon à le faire. Et présentement, seul l'homme a le niveau mental pour pouvoir permettre la mentalisation planétaire. Et seul l'homme peut entrer en contact avec son esprit. Et lorsque l'homme sera en contact avec son esprit, il aura une conscience planétaire. Pourquoi? Parce que son esprit, c'est l'esprit de la planète. Donc, lorsque l'homme entre en contact avec son esprit, il a une conscience planétaire. C'est pas la fin, mais c'est le début de la fin. On peut se dire à ce moment-là que toutes les planètes qui n'ont pas d'hommes, le plus haut niveau, c'est vital? Ou Oui, exactement. Les planètes qui n'ont pas d'hommes, les planètes qui ne vivent pas l'expérience de nous autres, n'ont pas besoin. Ils attendent après l'expérience planétaire pour pouvoir poursuivre. Ils n'ont pas présentement l'expérience humaine, biologique, comme nous l'avons. Ils ont une expérience vitale extrêmement bas qui permet juste d'entretenir la matière. L'homme pourra mettre le pied là-dessus. Et si on parle d'extraterrestres qui viennent visiter la planète Terre, on va en parler d'ailleurs au prochain symposium, et ces extraterrestres n'ont pas de corporalité matérielle comme nous l'avons dans leur contexte planétaire. Ils n'expérimentent pas la matière. Il y a l'homme qui souffre, l'homme expérimente la matière. Et c'est pas parce qu'un être qui ne souffre pas se présente la face devant l'homme que l'homme doit s'imaginer que cet être est plus évolué vu qu'il ne souffre pas. Il n'a pas eu à subir l'involution de l'homme. Et s'il la subirait, il deviendrait un champignon. Alors l'homme est vachement plus évolué que lui. Apparemment, dans les limitations, non. C'est exactement comme si tu prenais un homme fort ou tu prends un loup. Tu mets le loup dans une cage, et toi, tu te présentes feluette après un jeûne d'un mois devant le loup, et tu commences à brasser la cage. Le loup va dire, mais c'est un être plus évolué que moi, il est bien plus fort que moi. Mais libère le loup. L'homme est dans une cage, l'homme est dans un contexte où il est limité par la matière, où il est limité par le temps. Fait que l'extraterrestre qui vient flotter devant toi, même s'il a l'apparence d'une matérialité volante sous forme d'une soucoupe, c'est rien pour faire boire ça, parce que réellement, c'est pas vrai, c'est pas tangible. Il se présente devant toi et il paraît plus évolué, parce que toi, t'es prisonnier. Alors, il peut bien faire le frais devant l'homme. Mais lorsque l'homme arrive à se libérer des contraintes de la matière, l'extraterrestre ne se présente jamais devant l'homme. Puis les extraterrestres se présentent d'ailleurs jamais devant les hautes autorités. Les extraterrestres se présentent devant l'humanité collective. Ils ne se présenteront jamais devant moi. Ils ne se présenteront jamais devant d'autres que je connais. Ils ne se présenteront jamais devant des présidents. Ils ne se présenteront jamais devant des hyper-scientifiques. Ils ne se présenteront jamais devant quelqu'un qui risque d'être supérieur à eux autres. Ils doivent se présenter devant un être qui, d'avance, est prêt à être inférieur. L'homme collectif. Alors donc, l'évolution, lorsque l'homme atteint la conscience supramentale, lorsque l'homme, par exemple, va finir par atteindre son esprit, lorsque l'homme va entrer en contact avec son esprit, présentement, l'homme est en contact avec un esprit de groupe, qui est une forme copiée de l'esprit planétaire, mais qui est un esprit astral créé par l'homme. Donc, lorsque l'homme, et l'importance simplement de ce que je dis ce soir, c'est pas de dire pauvre terre, quand je plante des fleurs dedans, je fais mal. Elle a pas mal, la terre. La terre, elle a mal seulement quand? Elle a mal quand ceci. Chaque parcelle de la planète Terre est interreliée. Donc, tous les continents se relient par des canaux qui permettent la conduction d'énergie vitale, d'énergie presque électrique. Et chaque fois que nous avons un contact, c'est-à-dire que s'il se passe quelque chose en Australie, tout partout sur la planète, cela est su. Mais lorsque l'homme à la surface de la planète commence à creuser, et lorsque l'homme creuse, par exemple, dans une mine de fer, et lorsque l'homme creuse suffisamment pour briser une grosse partie de ce qui sert de système nerveux à la planète, cela nuit à la planète. Cela crée des problèmes planétaires qui ne sont pas normalement, disons, écologiques. Par contre, l'homme a besoin de métal. Cela est permis, il n'y a aucun problème, il n'y aura pas de tremblement de terre là, il n'y aura rien, parce que l'homme a besoin de métal. Mais la planète va s'en sentir et l'homme aussi. Lorsque, par exemple, prenons simplement ceci. Nous avons sur la planète Terre comme rythme une pollution, dépollution, pollution, dépollution. Alors nous avons donc du sang. Et ce sang passant par le cœur et les poumons va s'oxygéner, il libère le gaz carbonique. Lorsque le sang, disons, continue, rentre dans les reins, dans le foie, il libère d'autres toxines. Et il est ce que nous appelons le sang bleu, le sang pur, qui devra aller nourrir le reste du corps et en même temps libérer le corps de toxines, donc le sang devient rouge, il devient intoxiqué. Et ce cycle se perpétue chez l'homme tant que l'homme vit. Et si nous prenons par exemple l'exemple du sang planétaire, le sang de la planète qui est l'eau.
Le sang nourrit l'homme. C'est le sang qui amène les nutriments à l'homme. Et c'est l'eau qui est le sang planétaire. Et lorsque l'eau apparaît pure, lorsqu'elle tombe des nuages, elle arrive sur la Terre. Donc, elle commence immédiatement à amener la nourriture à tout ce qui en a besoin. Elle libère des toxines de ce qu'il y a là. Elle coule dans les sources, les capillaires planétaires, dans les rivières, dans les fleuves, et elle s'en va jusqu'à l'océan. L'océan, c'est un peu le foie, les reins de la planète. Donc, elle va être, par les sels et par différents processus chimiques, repurifiée. Alors, les toxines vont être tuées, les minéraux vont être transformés en sel, et le soleil va faire évaporer cette eau. Donc, on purifie par distillation complètement l'eau. L'eau monte dans les nuages, ils sont repoussés sur les continents où, sous forme de pluie, elle va recommencer, probablement dépolluer l'air maintenant, ce qui n'était pas l'époque avant, donc elle va s'acidifier pour ramasser l'acide qui est dans l'air. L'eau retombe au sol et recommence ce cycle. Et on a donc, un peu comme l'être humain, la planète a donc un système nerveux, elle a aussi un système sanguin, un système, disons, qui est fait par l'eau. Elle a des canaux. La planète Terre, elle est vivante. Elle a des marées, elle a des battements de cœur, disons. Et là, on peut faire plusieurs rapprochements entre la planète, mais ce n'est pas important, ces rapprochements. Ce qui est important, simplement, c'est de différencier l'évolution de l'homme dans la collectivité pour lui-même de l'évolution individuelle pour le reste. Et il y a une maudite marge entre l'évolution avec mission d'aider le reste, de l'évolution avec mission de ne pas nuire au reste. Remarquez bien que chaque fois que vous allez agir en fonction de ne pas nuire, vous n'aurez pas de mission. Vous allez être drôlement plus utile. Et chaque fois que vous allez travailler pour vous-même, et comment commencer à travailler pour vous-même, vous pouvez poser des questions, mais quand vous posez des questions, attachez-vous au moins à répondre à vos questions. Sinon, c'est de l'évolution collective. Il y a quelque chose de bon dans l'évolution collective, mais à un moment donné, l'homme doit se dégager de l'évolution collective, parce que lorsque la collectivité fait une gaffe, l'homme est dans la gaffe. Et la collectivité ne fait jamais rien de bon. Jamais. Et jamais elle ne fait quelque chose de bon. Elle est manipulée complètement par la personne qui est ministre, par la personne qui est orateur, par un conflit qui n'appartient pas à la collectivité. Lorsque l'homme individuel tend à vouloir, prenons par exemple un exemple très proche de nous, en temps, ce qui s'est passé dernièrement en Belgique. Bon, je crois que c'est en Belgique. Alors, où on a des personnes il y a eu 30 quelques morts et quelques centaines de blessés, simplement parce que, en assistant à un match de football, de soccer, certaines personnes collectives, c'est la masse qui s'est battue contre l'autre masse. Puis c'est la masse qui a pris panique, qui a voulu se sauver. Puis le mur s'est effondré sans masse. Mais si les personnes étaient toutes individuelles, même en groupe, parce que l'individualité, elle est permise en groupe. Une personne peut être dans une collectivité totale, même si c'est tout seul au fond d'un trou. Si ces personnes auraient été individuelles, il n'y aurait jamais eu d'émeute. Parce que moi, je suis pour telle équipe, puis l'autre est pour telle équipe, fait que là, on s'énergise. Puis là, quand il y en a 25 qui sont pour, puis il y en a un qui commence à dire qu'il est contre, ben là, on est 25 à la regarder. Mais si t'es tout seul dans ton coin, qu'est-ce qui arrive? Il y en a un qui crie qu'il est contre. Tu vas pas crier après, t'as même trop peur. Mais quand tu commences à sentir que tu as l'appui de la collectivité, ah là, tu commences à gueuler. C'est toujours ce qui se passe. Lorsqu'ici, à un moment donné, on a eu une grève de police à Montréal. Les honnêtes citoyens descendaient dans les rues, et à coups de batte de baseball, brisaient les vitrines, et se payaient des télévisions pas chères. Tout le monde le faisait. Mais on avait donc des honnêtes citoyens qui, à un moment donné, lorsqu'ils seront suffisamment collectifs, et lorsqu'on n'aura pas de loi sociale pour les rendre sociales, vont se ramasser avec des armes à feu, et vont créer des guerres civiles sans jamais s'en rendre compte. Puis c'est toujours nous-mêmes, honnêtes citoyens, puis c'est vous autres avec. Parce que vous êtes collectifs. Puis présentement, vous dites non. Mais présentement, on dit non, comme tous ceux qui étaient dans le stade là-bas qui ont dit non, comme tous ceux qui ont volé qui ont dit non, comme tous ceux qui disent non, puis qui, à un moment donné, regrettent de l'avoir fait. On ne peut pas dire non. Lorsqu'on est assujetti à une collectivité, on ne peut pas dire non. On vous dit non présentement parce que vous êtes légèrement individuel, mais le moindrement que vous allez être pris dans une masse, puis non. C'est toujours au nom de, mais on dit oui. Alors donc, l'homme, c'est le gros point important, c'est que l'homme doit commencer à penser de par lui-même. Et là, on va parler de ça, beaucoup plus que du reste.
Cela veut dire que je ne demande plus à personne pour quel parti il vote. Cela veut dire que je ne demande plus à personne de l'accréditation sur mes idées. Je me les accrédite moi-même ou je me les défais moi-même, mais je ne demande plus aux autres leur opinion. Je ne dis plus mon opinion non plus. Pourquoi dire mon opinion? Sauf quand il y a une intelligence de dire opinion, on ne le dit plus. Parce que dire mon opinion, c'est de chercher le confort psychologique de l'accréditation de mon opinion. Parce que à quoi ça vous sert, sérieusement, d'arriver quelque part et de dire votre opinion? Oh, ben ça sert que je me fais plus piler ses pieds. Mais non, ça n'a aucun rapport. Parce que faire piler ses pieds, c'est changer d'opinion. Puis si vous le dites, vous défendez votre opinion, c'est parce que vous savez que vous êtes trop faible à l'intérieur de vous, que si vous ne dites rien, vous allez finir par être influencé. Donc, vous essayez d'énergiser un halo de protection autour de vous, qui est votre opinion, dans l'espoir de le dire suffisamment fort pour bien l'entendre fort, comme si c'était quelqu'un qui vous convainquait, puis là, vous n'êtes pas influencé. C'est pas pour convaincre l'autre. Pourquoi convaincre l'autre? Parce que plus il y en a qui vont croire ce que vous pensez, plus vous allez être sûr de penser correctement. Ça n'a aucun rapport avec la vérité. Ça n'a aucun rapport avec la réalité. Ça a rapport avec l'illusion de la vérité. Donc, l'homme doit être seul pour les autres. On peut même l'oublier. Il n'a pas le choix d'être pour les autres. Lorsque l'homme trouve intelligent de ne pas polluer l'air, ça sert à tout le monde. Donc, il n'a pas le choix de travailler pour les autres. Mais lorsque l'homme décide de ne pas polluer parce que tout le monde a décidé qu'il ne fallait pas polluer, ça veut dire que lorsque tout le monde va décider qu'on peut polluer maintenant, qu'il va polluer lui avec. Parce que l'homme est collectif. L'homme vous devez arriver à prendre des décisions par vous-même sans nécessairement demander l'opinion des autres. Vous allez dire que vous allez peut-être faire quelques erreurs d'un premier temps. C'est bon d'avoir l'opinion des nôtres. Peut-être que c'est bon d'avoir l'opinion des nôtres. Mais jamais vous allez vous dégager de l'opinion des nôtres. Puis à un moment donné, vous allez quand même devoir vous en dégager. C'est pas quand vous allez avoir plein d'expériences des autres dans votre bagage que vous allez vous en dégager, c'est pas vrai. À un moment donné, coûte que coûte, à un moment donné, veut pas, vous allez finir par être écœuré des opinions des autres. Vous allez finir par être écœuré de lire. Vous allez finir par être écœuré d'écouter. Vous allez vous poser des questions, vous allez tenter d'y répondre, vous allez travailler de par vous-même, vous allez faire des erreurs, sachant très bien que c'est pas grave parce que le temps est proche où vous en ferez plus. Dans le début, vous allez être plugué sur vos mémoires. Dans le début, vous allez être plugué sur votre conscience mémorielle. Dans le début, vous allez vous faire avoir par l'astral. Mais présentement, vous vous faites tout le temps avoir par l'astral parce que vous vous assujettissez à l'astral des autres. Alors, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Ce verre-là, tu le trouves-tu beau? Qu'est-ce que tu en penses? Devrais-tu l'acheter? Donc, je m'assujettis à la beauté des autres. Je ne suis pas capable, de par moi-même, de dire que ce verre va avec moi. Que ce verre va dans ma maison. Puis quand tu te places dans ta maison, tu dis, yark, il est pas beau. Ben, ou tu le mets dans l'armoire, puis tu t'en sers seulement quand les personnes que tu n'aimes pas viennent te visiter. Ou tu le mets aux poubelles, ou je ne sais pas quoi. Mais tu ne vas pas demander à ceux que tu vas inviter quel genre de verre qu'ils aimeraient boire chez vous pour qu'eux autres prennent plaisir à boire des verres de l'avoir acheté pour eux autres. Il faut se désassujettir. On travaille en groupe quand même. On travaille ensemble quand même. Mais on travaille nous autres. Alors moi, je dis, nous avons quelque chose à faire ensemble. Nous restons dans le même appartement et nous voulons savoir comment nous allons décorer notre chambre ou notre mobilier de salon. Nous allons discuter, c'est la normal parce que nous formons une collectivité. Et lorsque nous formons une collectivité, collectivons, aucun problème. Mais l'évolution ne peut pas se faire collectivement, l'évolution. Dans la matière, on peut s'assembler, on peut s'unir pour faire certaines choses, et là, évidemment, on communique nos opinions. Parce que si on s'unit, on forme un égrégore. Si on s'unit, on forme une personne, on forme une compagnie. On ne forme pas 4 compagnies, on forme une compagnie, on forme une fraternité, on forme un groupe. Donc, on doit dialoguer, on doit discuter de façon à ce qu'il y ait l'idée du groupe qui transparaisse. Mais dans l'évolution, on n'a pas besoin d'avoir l'idée de la collectivité, l'idée de la chrétienté, l'idée de l'ésotérisme. Dans l'évolution, on n'a pas besoin de ça. Et là, on va servir la planète Terre. Là, vous allez vous servir. Puis là, vous allez être utile au reste, parce que vous allez arrêter de le nuire. Planétairement, matériellement parlant, c'est sûr que si on s'assemble ensemble, on dialogue. Mais est-ce que la réincarnation existe? Moi, lire là-dessus. Allez-vous sérieusement en savoir plus sur la réincarnation? Non.
Plus vous allez lire là-dessus, plus vous allez croire qu'elle existe, ou moins vous allez croire qu'elle existe. Mais de vous autres, qu'est-ce qui va en ressortir? Rien. Et de plus en plus, rien. Alors on peut demander, si on va à des conférences, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose. Ça peut être la même chose, mais ce n'est pas la même chose parce que dans la conférence, il y a de l'énergie. Ce qu'il n'y a pas dans un livre. À moins que vous foutiez le feu au livre, que vous dépêchiez de le lire avant que se consumer. Là, vous risquez d'apprendre des choses. Vous riez, c'est vrai. Si, à un moment donné, vous êtes capable de lire un livre, sans le lire, si vous êtes capable de passer vos yeux sur les mots, sans jamais les prononcer, si vous êtes capable de lire le livre sans le mémoriser, vous ramassez toute l'énergie qui est dans le livre. Sinon, vous le colorez. Et vous ne serez pas capable avec un livre. Pas pour l'instant. Mais dans une conférence, à un moment donné, moi je parle, d'autres parlent. Vous entendez, mais vous écoutez pas. Vous retenez pas tout. Vous pouvez pas tout écouter. Mais vous entendez tout. Là, vous ramassez l'énergie. Puis tout ce que vous mémorisez fait partie de la collectivité. Mais tout ce que vous n'avez pas mémorisé fait partie de l'individualité. C'est vous autres. C'est votre énergie. C'est de l'énergie. Mon énergie à moi n'est pas colorée, elle est pure. Votre énergie n'est pas colorée, elle est pure. Mais ce que vous en faites après, lorsque vous la mémorisez, lorsque vous l'expérimentez, lorsque vous la comparez, lorsque vous mettez des mots après, lorsque vous mettez des compréhensions après, c'est de la coloration. Et lorsque nous lisons un livre, on ne peut pas faire autrement que de colorer. Et si on ne comprend pas ce qui est dans un livre, on ne l'a pas énergisé, on l'a mémorisé quand même, puis on déteste le livre. Alors donc, ça se fait avec un livre, ça se fait avec n'importe quoi, mais vous ne pourrez pas le faire avec un livre pour l'instant. Par contre, au niveau des conférences, ce n'est pas la même chose parce qu'il y a de l'énergie. Tout n'est pas compris. Et lorsqu'il y a des choses qui sont comprises, bien comprises, cela devient de l'individualité quand même, étant donné que vous le comprenez immédiatement à cause de l'énergie, à cause de votre énergie. Pas à cause de la mienne, à cause de la vôtre. C'est pas moi qui fait que vous comprenez. Moi, je parle, j'émets de l'énergie. Puis cette énergie-là, c'est la même qui va vous habiter un jour. C'est la même qui vous habite déjà, mais que vous ne voyez pas sa face. C'est la même énergie. C'est pas la mienne. Si je vous dis restez ici, si je vous dis croyez, là c'est la mienne. De l'énergie astrale, là c'est la mienne. Là vous allez vous coller à la mienne. Mais si je vous dis croyez pas puis libérez-vous, vous ne pouvez pas vous coller à la mienne. À moins que vous soyez complètement fou. C'est votre énergie. Ce que vous comprenez, c'est parce que vous êtes énergisé par votre énergie pour le comprendre. Vous êtes individuel. Il n'y a pas un seul ici qui comprend parce que les autres comprennent. Et tout le monde ici comprend quand il comprend. Mais on ne vous demandera pas votre opinion, parce que là, ça risque de devenir collectif. Alors donc, dans une conférence, c'est pas la même chose que lorsque la personne va dans une messe. Dans une messe, qu'est-ce qu'on fait? On fait que tout le monde répète ensemble les mêmes choses. On fait que tout le monde fait ensemble les mêmes gestes. On fait que tout le monde fait que... C'était pas mauvais. C'est encore bon pour bien du monde. Mais on fait que l'homme évolue en collectivité. Donc, l'homme évolue en groupe. Alors, qu'est-ce que vous autres, vous avez à foutre de l'énergie supramentale qui va vous conscientiser si vous vous assujettissez à vivre en groupe? L'énergie supramentale, c'est une énergie qui est consciente. Donc, qui ne peut pas venir conscientiser une gang. La gang va être conscientisée quand individuellement, tout le monde dans la gang va être conscientisé. Là, la gang est conscientisée. Mais l'énergie ne peut pas arriver, conscientiser la gang. Paf, ça ne marche pas. Il faut que votre conscience, vous allez la développer seule, individuellement, lorsque vous allez arriver à communiquer avec vous. Lorsque vous allez arriver à penser, même si c'est psychologique, que ce que vous pensez est peut-être pas si stupide que ça. Lorsque vous allez arriver à penser, à exprimer, à faire des erreurs, puis à vous foutre de vos erreurs, à pas vous sentir coupable. Et là, vous allez être sur le mot du bon chemin parce que vous allez commencer à être individuel. Oh, vous allez continuer quand même à lire des livres, vous allez continuer quand même peut-être à venir des conférences. C'est pas la même chose. Mais vous ne vous assujettirez plus à demander l'opinion d'un livre, à demander l'opinion d'un prêtre, à demander l'opinion d'un gourou, à chercher un maître, à chercher un guide spirituel dans la nuée de l'astral, à chercher un guide divin dans la nuée de l'astral. Vous ne chercherez plus parce que vous allez commencer à vous servir de ce qui est déjà chez vous. Être individuel, ça ne veut pas dire être contre tout, faire comme la majorité des jeunes, pour rien, contre tout.
Pas ça. Pas ça être individuel, c'est être collectif. C'est être pogné dans la lutte contre la collectivité exprimée. C'est une collectivité souterraine, underground. Mais c'est collectif. Lorsque vous allez être capable, vous autres même, de douter de ce que vous savez, parce que vous n'êtes pas sûr que ce que vous savez est vrai, et non pas en douter parce que les autres disent d'autres choses. Pas le même doute, ça. Il y a un doute qui est mental, il y a un doute qui est même presque supramental, il y a un doute qui est un doute de conscience. Celui qui fait que tout ce que je sais peut être faux. Mais j'irai pas le vérifier chez les autres, parce que je sais que tout ce que les autres savent peut être faux. Et on a un doute psychologique qui fait que, je doute m'aller me renseigner, je doute me lire, je doute me voir, je doute m'entendre. C'est pas ça, le doute. Ce doute-là, c'est un assujettissement psychologique qui est relié à la recherche de la sécurité. On doute de cette façon parce qu'on n'est pas sécure. Et le doute que moi j'ai déjà, annoncé en 80, le doute que j'essaie de contourner, d'expliquer de temps en temps, c'est pas un doute psychologique. C'est préférable de douter psychologiquement que d'être sûr psychologiquement. Mais c'est pas de ce doute-là. C'est un doute envers vous-même. Un doute qui fait que chaque fois qu'une énergie vous pénètre, vous savez que c'est une énergie divine. Vous savez que c'est une énergie correcte. Mais à quel niveau de vibration vient-elle s'exprimer chez vous? Donc, à quel degré de coloration elle apparaît dans votre conscience? Mais ça, vous ne le savez pas. Donc, ne le sachant pas et sachant cela, je peux douter. Pas douter que c'est faux. Douter que ça peut être pas vrai. Ça peut pas être faux. Ça peut pas ne pas avoir de consonance existentielle. C'est existentiel, cela existe. Mais est-ce que c'est en accord parfait avec la réalité ou c'est simplement une couleur de la lumière que je vois? Un point de vue. Une petite partie de la réalité. Alors donc, je doute. Je doute mentalement de moi, pas des autres. On ne doit pas cultiver le doute des autres chez soi. On doit toujours douter des autres. On ne doit jamais truster personne. Mais le doute à l'intérieur de nous, c'est un doute mental. C'est pas un doute analytique, c'est un doute certain. On doit être sûr que ce qui se passe en nous n'est pas nécessairement vrai. Et à un moment donné, vous allez savoir. Il n'y aura plus de doute. Pour l'instant, vous devez vous-même vous juger de par vous-même. L'homme pense qu'il a peur parce qu'il vit des choses. Mais l'homme qui pense qu'il est cave le pense à partir de quoi? À partir de ce qu'il voit à l'extérieur. L'homme qui se pense supérieur le pense à partir de ce qu'il voit. Jamais à partir d'un critère fondamental en lui. Pas un critère conceptuel. Le critère conceptuel vient de son éducation. Il vient d'extérieur. Lui. Moi, à un moment donné, je dis des choses. Et je sais que ce que je dis, c'est bon maudit. Complètement faux. Mais par contre, ça va faire en sorte qu'il y a bien des choses qui vont être comprises chez l'homme. Mais ce n'est pas la réalité. C'est un autre point de vue. Et à un autre moment donné, je sais que ce que je dis est totalement, universellement, indéfinissablement vrai. Le doute mental, le doute fondamental chez l'homme va apparaître lorsque l'homme va être individuel, lorsque l'homme va expérimenter ce doute hors culpabilité. Donc, lorsque l'homme va se poser des questions et lorsque l'homme va y répondre. D'ailleurs, on va revenir là-dessus à la deuxième partie. OK, Daniel, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous rappelle que la première partie, cette cassette, est disponible gratuitement avec l'achat du billet de la semaine prochaine. Puis, si vous voulez écrire vos questions lisiblement, ces petits papiers bleus, puis nous les laisser ici, on va prendre une pause de 20 minutes, puis on se retrouve tantôt. Merci.